Aujourd'hui, alors, on a eu envie de vous raconter ce qui se passe dans le monde, sur le terrain un petit peu plus général de l'Asie, où effectivement toute une nouvelle génération, la génération Z, on va vous expliquer ce que c'est, semble se rebeller contre des pouvoirs qu'elle juge corrompus ou autoritaires. Pour en parler avec nous, Pierre-Antoine Donnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue trimestrielle Asia Magazine. Je vais vous la montrer, parce que voilà, on vous disait qu'on a un changement de logiciel toute la nuit sur France Info, donc c'est pour ça que vous avez moins d'infographie et de titrailles. Donc voilà, je vous montre à la main le magazine Asia. Et à nos côtés également Emmanuel Véron. Bonsoir, vous êtes géographe, chercheur associé à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes aussi spécialiste de la Chine contemporaine et membre de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Alors on va parler de ce qui se passe notamment en Asie, mais pas que, parce que depuis 2022, Madagascar, le Népal, le Bangladesh, le Pérou, qui n'est donc pas évidemment en Asie, Sri Lanka, Indonésie, le Pakistan, la Birmanie aussi, d'une autre manière. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un sursaut démocratique dans ces pays-là ? On va tout de suite voir ce qui se passe sur le terrain en ce moment à Madagascar. Regardez d'abord ce reportage de Marie Guyard et on en parle juste après. Depuis jeudi dernier, la mobilisation des jeunes malgaches ne faiblit pas. Rien ne semble pouvoir apaiser la colère de ces manifestants qui ont répondu à l'appel du mouvement Gen Z. Ni la répression sanglante, ni le renvoi du gouvernement tout entier, annoncé hier soir par le président malgache. Suivant l'article 54 de la Constitution, j'ai décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et du gouvernement. Trop tard, le président lui-même porté au pouvoir en 2009 à la faveur d'un soulèvement populaire suivi d'un coup d'État est désormais la cible numéro 1 des manifestants. La génération Z s'affirme et a soif de changement. Ils disent que nous sommes une génération TikTok, une génération de débiles. Mais quand on se soulève, ils ne nous laissent pas nous exprimer sur les maux du pays. Un message pour vous, Monsieur le Président. Quand c'est vous qui meniez les manifestations, on vous laissait faire. C'était OK. Mais quand c'est nous les jeunes qui nous battons pour le pays, tu nous en empêches. Le dégagisme a supplanté les récriminations contre les incessantes coupures d'eau et d'électricité, à l'origine du mouvement dans ce pays de l'océan Indien, qui reste l'un des plus pauvres de la planète. Ces manifestations à travers toute l'île sont les plus importantes depuis le scrutin présidentiel très contesté de 2023. Emmanuel Véron et puis après évidemment Pierre-Antoine Donnet, on va détailler ça parce qu'évidemment on ne peut pas comparer de manière uniforme tout ce qui se passe dans tous ces pays. On parle beaucoup de l'Asie, la Madagascar et l'océan Indien, on a parlé du Pérou, mais est-ce qu'il se passe quelque chose ? On a tellement tendance à dire en ce moment la démocratie est en recul partout dans le monde. Est-ce que déjà, d'un point de vue général, vous diriez qu'il se passe quelque chose qu'on mesure peut-être pas encore tout à fait ? Ah oui, indéniablement. On le voit, vous avez montré les images des rues de la capitale malgache. Mais rappelons-nous, il y a quelques semaines, ce qui s'est passé dans les rues de Katmandou et des villes secondaires on va le voir en reportage, du Népal. Et justement. puis, effectivement, en écho, ce que vous avez présenté dans le sujet, en Birmanie ou ailleurs en Thaïlande, etc. En fait, il y a un sujet qui est celui des pyramides démographiques, en fait, de la trajectoire démographique de ces sociétés-là, de ces pays-là, qu'ils soient asiatiques ou du bassin océan Indien, ici avec Madagascar, où on a, dans la plupart de ces pays, une logique démographique qui pousse de jeunes entre 15, 20, 30, jusqu'à 35 ans, qui est effectivement quelque part en rupture avec les générations au-dessus, notamment assez vieillissantes, et qui ont une forme d'accaparement à la fois des richesses, du pouvoir, et d'un certain nombre de sujets qui font qu'il y a une friction, il y a une confrontation de plus en plus nette, qui se structure manifestement via les réseaux sociaux, on va probablement y revenir, et l'accès à ces plateformes de réseaux sociaux, et qui permettent, ou en tout cas qui induisent ce type de mouvement physique dans l'espace public de revendication. Il n'y a pas de, manipulation de l'extérieur, d'une génération, etc. Non, c'est spontané, d'une génération correspondant à des pyramides des âges, où dans ces sociétés-là, la pyramide des âges, notamment pour Madagascar, est assez épaisse vers le bas, c'est-à-dire de jeunes générations qui ne sont pas dans la revendication comme ça, mais qui demandent plus de transparence, qui demandent à être entendus, qui demandent à avoir un accès à des choses essentielles, l'éducation, l'eau potable, etc., et d'avoir un avenir, en fait. On est fondamentalement là-dessus, et c'est tout à fait ce qui est en écho des revendications d'une large partie de la jeunesse népalaise, notamment. C'est Madagascar et le Népal, je vois ça comme une sorte d'écho, de miroir.
Alors justement, Pierre-Antoine Donnet, on va le voir pendant que vous répondez, mais pareil, est-ce que quelque chose est en train de se lever? On va voir l'ensemble des pays, après on ira un petit peu plus dans le détail, mais voilà, tous ces pays où la génération Z se rebiffe, se rebelle. Alors il y a aussi des mouvements au Maroc, Madagascar, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal, on va y revenir, l'Indonésie, les Philippines, le Pérou. Pareil, Pierre-Antoine, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a quelque chose qui se lève et peut-être dont on parle pas beaucoup en Occident? Écoutez, c'est absolument indéniable. Là, je rejoins ce que disait Emmanuel, dans la mesure où, effectivement, on voit que c'est en particulier la jeunesse. Et cette jeunesse, elle proteste dans des pays où ils peuvent le faire. Dans les pays réellement autoritaires où les dictatures, ils ne peuvent pas. Mais dans ces pays qui ont parfois un aspect démocratique, ou en tout cas une démocratie naissante, eh bien, cette jeunesse se révolte d'abord contre la corruption. Je crois que là, c'est indéniable, à peu près chaque fois le cas. Et également le manque d'espoir. Parce que souvent, leur avenir est bouché. Et ils le doivent justement à cette gérontocratie qui est encore au pouvoir, qui ne donne pas beaucoup d'espoir à cette jeunesse d'aujourd'hui. Donc ces écarts de richesse, cette corruption ambiance mène justement à des soulèvements auxquels personne ne s'attendait dans ces pays. Le Népal a été vraiment un exemple extrêmement frappant parce que ça c'est né et ça a grossi vraiment en l'espace de quelques jours, à tel point que les autorités ont été complètement prises par surprise, ne savaient pas réagir. Et automatiquement, il y a des brutalités policières, là où on retrouve à chaque fois, qui encore accentuent le mouvement. Eh bien justement, vous en parliez, Pierre-Antoine, on va aller voir ce qui s'est passé au Népal, notamment ces dernières semaines. La jeunesse s'est rebellée contre et on va le préciser, dans tous ces pays, ça peut toucher d'ailleurs tous les pouvoirs politiques. En l'occurrence, le Népal, c'était un pouvoir communiste. En tout cas, la jeunesse s'est rebellée. Regardez ce reportage de Benoît Mousset et on en parle juste après. Ce qui n'était au départ qu'une grande manifestation s'est transformé très rapidement en affrontement. La police a riposté et n'a pas hésité à tirer sur la foule. Le dernier bilan fait état de 51 morts. À l'origine de ces émeutes, l'interdiction par les autorités des réseaux sociaux, inacceptable pour une jeunesse inquiète et fragilisée par la crise. Le gouvernement a peut-être interdit les réseaux sociaux parce que la vérité était devenue trop visible. Leurs secrets ont été révélés. Nos dirigeants ont choisi de les fermer pour se cacher. Des bâtiments incendiés, la résidence du Premier ministre et le Parlement notamment. Les manifestants se sont attaqués à de nombreux symboles du pouvoir et d'une élite qu'ils exècrent et qu'ils jugent corrompue. Pourquoi y a-t-il autant de colère ici ? Les médias internationaux pensent que cela est dû à l'interdiction des réseaux sociaux. Mais non, cette frustration s'accumule depuis plus de 20 ans, alimentée par la corruption. Nous en avons tous assez. Les manifestants ont depuis obtenu la démission du Premier ministre et la nomination de l'ancienne chef de la Cour suprême à la tête d'un gouvernement provisoire. Des élections législatives auront lieu le 5 mars prochain. C'est ce que demandaient les jeunes réunis sous une même bannière. L'important aujourd'hui, c'est que cette génération Z trouve un moyen pour se rassembler et décide ensemble d'une voie à suivre acceptable. En attendant, l'accès aux réseaux sociaux a été rétabli par les autorités. Une autre victoire pour la jeunesse népalaise. Oui, Pierre-Antoine Donnet, vous en parliez à l'instant. En tout cas, on voit bien, voilà, la jeunesse, c'est pas juste, on a interdit les réseaux sociaux et puis ça a mis les jeunes en colère. Non, c'est un mal bien plus profond que ça. Et voilà, et au bout de décennies de pouvoir en place, ben voilà, ça éclate. Si vous voulez, on ne peut plus bâillonner la voix des jeunes. Et ça s'est répandu dans une bonne partie du monde d'aujourd'hui. Alors on le voit en Asie, on l'a vu encore hier maintenant. Eh bien tout simplement, cette vieille garde, entre guillemets, ne comprennent pas cette jeunesse. Et donc, la comprenant pas, ils ne s'organisent pas pour répondre également aussi à leurs aspirations. Et alors on voit aussi l'apparition finalement de bannières communes ou, comment dirais-je, de graphies communes. Là par exemple, on a vu très souvent l'image de ce pirate d'un manga japonais, qui est coiffé d'un bonnet de paille et qui, dans ce manga japonais, représente la jeunesse qui est courageuse et qui lutte contre la corruption. Et ça a essaimé un peu partout. Donc, si vous voulez, cette jeunesse se reconnaît, qu'elle soit au Népal, qu'elle soit en Indonésie. Là, il se trouve en Indonésie au mois de juin, donc c'était peu avant que ça ne commence à Jakarta. Et là, c'est pareil. C'est un gouvernement pour partie corrompu, mais surtout qui ne répond pas du tout
aux espérances de la jeunesse. Sur quoi ? Sur la liberté, parce qu'encore une fois, ce sont des pays plus ou moins autoritaires, sur la liberté, sur les conditions de vie. Prenons le cas de l'Indonésie, qui est assez, pour moi, exemplaire, dans la mesure où une partie de ces jeunes aussi refusent le modèle, comment dirais-je, mondialiste qu'on leur impose. Ce qui bouscule les traditions qui, sur place, sont encore très vivaces. Par exemple, l'alimentation. Elle change totalement du fait, justement, de ce modèle qui est emprunté partout et qui est imposé à des gens qui n'en veulent pas. Parce que là, c'est la loi du marché, c'est la loi de l'argent, et cette jeunesse n'en veut pas. Et pour l'Indonésie, ça a été l'un des détonateurs. Les multinationales. Emmanuel Véron, justement, sur cette jeunesse, quel point commun ? Et puis on ira aussi poser la question à notre correspondant en Inde, à New Delhi. Quel point commun ces jeunesses, aussi disparates soient-elles, qu'elles aillent du Pérou à l'Indonésie, au Népal, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Est-ce qu'elles sont plus, tout simplement, on parlait de la corruption, est-ce qu'elles sont plus vertueuses que leurs aînés ? Je pense que le point commun aux différents pays qu'on a cités, la Népal, Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka, Madagascar, etc., on pourrait même élargir, vous avez mentionné le Pérou, on est dans d'autres environs géographiques, mais on pourrait même mentionner un certain nombre de pays subsahariens ou même l'Algérie. En fait, le sujet qui relie cette même tranche d'âge, cette même génération, c'est un manque d'horizon, un manque d'avenir et une problématique de se projeter là-dedans par rapport à des faits structurels dans chacun des États qu'on a cités qui sont la corruption. C'est fondamental. D'ailleurs, dans le sujet sur le Népal, un certain nombre de Népalais l'ont rappelé là dans la rue, c'est le sujet de la corruption. Il y a une question de la structuration derrière l'apparat démocratique du Népal. Vous l'avez rappelé avec les partis maoïstes, communistes, il y a un peu toutes les nuances là-dedans, de rouge et non pas d'autre chose. C'est pareil pour le régime à Madagascar, question pour le régime indonésien, etc. Il y a un sujet de répartition de la richesse, mais pas uniquement de la richesse au sens pécunier, la répartition sur à peu près tout. C'est-à-dire des avantages sur de l'accès à l'eau, de l'accès à l'éducation, l'accès à des meilleures infrastructures, etc. etc. Et là, aujourd'hui, les populations n'en peuvent plus, c'est évident. Il y a un vrai sujet fondamental de répartition, d'une meilleure répartition, et donc de lutter contre des logiques d'inégalité systémiques, structurelles, etc., au sein de ces pays. Et donc là, la génération Z, des gens qui ont entre 18, 19, 20 ans jusqu'à 30 ans, les types explosent, c'est fondamental. Et le relais des plateformes numérique vient amplifier ça et permet d'un point de vue géographique de s'organiser en réseau à travers les différentes villes du pays et à travers le monde. Je prends juste un exemple, puis j'en terminerai par là. Si le mouvement au Népal a été si soudain et rapide, c'est parce que les gens étaient en contact les uns les autres avec des messageries sur le territoire népalais, avec des boucles, etc., mais également en dehors du territoire népalais où on a 30% de la population de jeunes notamment qui travaillent sur des chantiers au Moyen-Orient, en Inde, en Malaisie, etc. Et donc tous ces gens-là communiquent, ça amplifie le sujet. Mon frère, mon oncle, etc. C'est le problème de la rue à Katmandou. Donc, et tout ça vient amplifier. C'est exactement la même chose avec les malgaches et les diasporas malgaches. C'est la même chose des sujets en Indonésie, etc. etc. La dimension numérique digitale vient participer à amplifier les mouvements rapidement et à les structurer. Le temps que les autorités les coupent, font le choix de les couper, ce qui viendra encore plus donner une amplification à la contestation, et de rétablissement, et d'alimenter la colère, etc. On va juste poursuivre la discussion, on va aller en Inde justement, on va aller retrouver notre correspondant Alexandre Porte à New Delhi. Bonsoir Alexandre, justement, vous êtes en Asie, vous avez beaucoup travaillé sur cette situation au Népal. Même question qu'à Emmanuel, qu'est-ce que ces jeunesses asiatiques ont en commun, vous qui les côtoyez de près ? Le point commun entre tous ces régimes, bien qu'on ne puisse pas parler de dictature, c'est que ces démocraties étaient depuis très longtemps dirigées par quelques familles qui concentraient l'essentiel du pouvoir et des richesses entre leurs mains, alors même que ces pays sont parmi les plus pauvres au monde. Vous l'imaginez, cela depuis longtemps génère de la colère au sein de la population. Mais le point particulier à ces révoltes, que ce soit au Sri Lanka en 2022, au Bangladesh l'année dernière ou très récemment au Népal, c'est que cette colère s'est cristallisée sur les réseaux sociaux. Et cela est très loin d'être un hasard, car les élites dirigeantes avaient pris pour habitude d'y afficher un train de vie ostensiblement luxueux, très déconnecté de celui de leur population. Alors pour cette génération Z, ces réseaux sociaux sont très rapidement devenus un outil pour crier leur colère, un outil pour dénoncer cette corruption. Quand le régime népalais, au début du mois, décide d'interdire l'accès à plusieurs réseaux comme Facebook, WhatsApp ou Instagram, cette jeunesse se retrouve privée de son seul moyen d'expression, de son seul moyen de dénoncer cette corruption. Alors il s'agit de l'étincelle, mais la braise
de la colère était là depuis très longtemps. Ces 3 révolutions successives en 3 ans très similaires commencent à inquiéter d'autres régimes de la zone, que ce soit les Philippines ou l'Indonésie, dont la population est également très jeune, très connectée et trouve forcément un écho dans ces révolutions des pays voisins. Reste à savoir si ces mouvements pourront se structurer, car ce qui les caractérise, c'est bien souvent leur spontanéité, leur manque d'organisation et de figures capables d'incarner à la fois la révolte et un avenir politique clair pour leur pays. Pierre-Antoine Donnet, encore une fois, ce sont des situations différentes dans chaque pays, mais vous en parliez là, à l'instant, Emmanuel. Est-ce qu'on a vécu ça, je grossis le trait, mais il y a eu, notamment au début des années 2010, les printemps arabes, dont ils n'étaient pas partis que de la jeunesse, mais beaucoup de la jeunesse qui avait un petit peu, j'allais dire, les mêmes symptômes. Les envies de liberté, perte d'avenir, y compris professionnel. Est-ce que là, alors on sait que les révolutions arabes ont échoué, pour ainsi dire. Est-ce que là, vous sentez quelque chose de différent? Ou est-ce que parce que les pouvoirs sont peut-être moins dictatoriaux que ce que ça l'était en Égypte, en Tunisie, pas de rébellion en Algérie, on sait à quel point le pouvoir est corrompu et contesté, mais une main de fer. Est-ce qu'il y a une différence entre les révolutions arabes et ce qu'on voit aujourd'hui, notamment en Asie? Écoutez, d'abord, ce sont des sociétés qui sont vraiment extrêmement différentes et l'encadrement social est également très différent. Il se trouve que j'ai été pendant des années au Moyen-Orient. Je pense que la façon de fonctionner est vraiment différente, ce qui fait que ça a échoué en ce qui concerne les printemps arabes. Mais pour reparler de ce que disait votre correspondant en Inde, il a raison de dire qu'en effet, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. Mais j'ajouterais autre chose, c'est qu'en fait, les espoirs déçus, c'est aussi des trahisons. Quand on regarde l'évolution de ce qui s'est passé au Bangladesh, par exemple, la première ministre, c'est elle qui était à l'époque, quand elle avait été au pouvoir, le véritable cheval de bataille de la démocratie. Elle amenait ses idées démocratiques jusqu'au moment où elle a complètement tourné kazakh pour devenir elle-même une sorte de tyran. Donc là, c'est plus qu'un espoir déçu, c'est une véritable trahison que la jeunesse a bien entendu été témoin de tout ça et s'est révoltée contre tout ça. Alors j'ajoute également que ça, c'est possible dans des pays comme l'Indonésie, les Philippines, tous ces pays qui sont en germe un peu démocratique pour certains et d'autres un peu plus avancés dans ce domaine-là. Mais il y a d'autres pays où c'est plus possible. Je crois que beaucoup ont oublié ce qui se passait dans plusieurs grandes villes de Chine en 2023, quand il y a eu l'impossibilité pour ces familles de sortir chez eux. Elles étaient livrées quand elles étaient livrées avec des drones. Avec la crise du Covid. Qui avait manifesté? C'était la jeunesse. Et on a vu ces jeunes dans les rues, par exemple, de Shanghai, avec des pages blanches. Pourquoi des pages blanches? Ça voulait tout dire. Ça voulait dire que vous nous censurez pour tout ce que vous faites. Voilà ce qu'on dit au monde. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, la Chine elle a dû reculer. A dû reculer parce que quand on combat sa jeunesse, ça dure peut-être qu'un temps. Justement, Emmanuel Véron, on va voir les images de ce qui se passe toujours en Birmanie aujourd'hui. Je sais que la Birmanie, c'est un cas différent. Il y a une guerre civile, une dictature extrêmement violente et une guerre qui sévit, notamment des guerres ethniques, la rébellion Karen. Donc, encore une fois, j'essaie de pas tout mélanger, mais quand même, en Birmanie, on le voit sur ces images, la rébellion armée qui a conquis des pans entiers du territoire birman contre la dictature. Ces soldats sont extrêmement jeunes. Ils ont pris les armes. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans d'autres pays d'Asie? Est-ce que ça fait craindre à certains gouvernements autoritaires que, au bout d'un moment, quand on muselle, la jeunesse peut prendre les armes? Probablement, c'est-à-dire de quelque chose qui est type Népal, rébellion dans l'espace public qui prend de l'ampleur, avec des choses très structurées, organisées, pour arriver à une situation birmane que vous avez là, que vous décrivez. Il faudrait pour cela, et c'est quand même le cas particulier de la Birmanie, qu'il y ait circulation d'armes, qu'il y ait des groupes organisés autour du maniement des armes et de guérillas organisées, ce qui est le cas de la Birmanie, ce qui n'est pas le cas du Népal, ce qui n'est pas le cas d'Indonésie ni de Madagascar. Donc en revanche, bien sûr que les pouvoirs ont cette crainte-là de quelque chose qui déborde leurs propres prérogatives, leurs propres pouvoirs, ça c'est évident. Mais de là arriver sur des scénarios birmans, je ne crois pas quand même, parce que la Birmanie est vraiment dans un dispositif à part, sphère séquente des influences chinoises et indiennes, une sorte de narco-État, notamment avec la junte, qui est très impliquée dans les trafics de stupéfiants, de drogue, méthamphétamine, opium, héroïne, etc., depuis longtemps, puis maintenant des choses de crypto, etc.
Mais le sujet, c'est qu'au contraire, la Birmanie, du fait de son instabilité, de la guerre qui est structurelle en fait en permanence, va inquiéter par contagion, mais c'est un peu un autre sujet, les pays voisins. Je pense à la Thaïlande, je pense on évoquait la Birmanie ou la Chine. Donc il peut plutôt y avoir une forme de contagion depuis la Birmanie plutôt qu'un mouvement depuis des jeunesses d'autres pays, quoi. Pierre-Antoine Donnel, j'avais envie de poser le mot de la fin à tous les deux pour ramener un petit peu à ce qui se passe en France. La génération Z, elle est partout. On rappelle à nos téléspectateurs, la Gen Z, c'est les gens qui sont nés entre 1995 et 2010. Donc, ils ont entre 15 et 25 ans ou 30 ans aujourd'hui. En France, on dit la Gen Z, elle veut trouver un sens à sa vie, effectivement, peut-être plus de liberté, pas tout consacré à son travail. Est-ce que cette question un peu, ça sort un peu de votre domaine de compétence, mais est-ce que cette génération asiatique, qu'est-ce qu'elle a de commun avec nos Gen Z en Europe, justement ? Si vous voulez, moi je pense que c'est vraiment une opinion très personnelle, mais moi je pense que le modèle libéral capitaliste est en train d'arriver à ses limites. Et que donc la jeunesse le sent confusément ou précisément. Ce que vous disiez sur la mondialisation, notamment, voilà, c'était intéressant. Ça. Et que donc cette Asie qui a connu des changements, mais considérables en l'espace de 40 ans. Vraiment, ces cités, ces villes sont devenues des mégalopoles pour une bonne partie inhumaine dans la vie de tous les jours. Eh bien, la jeunesse n'en veut pas. Parce qu'à vrai dire... parce que tout le monde n'y trouve pas son compte. Exactement. Et encore une fois, ce sont des espoirs qui sont déçus, et des trahisons, et un ensemble de choses qui font que, où trouver l'humanité dans ces mégalopoles aujourd'hui ? Allez, c'était le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce débat passionnant. On en reparlera parce qu'effectivement, ce qui se joue en Asie est peut-être bien plus important qu'il n'y paraît pour nous du point de vue de l'Europe. 22h30.